Bonsoir et bienvenue à tous. Le 2 octobre dernier, le président de la République procédait à un réaménagement du gouvernement, le 35e du genre en 33 ans de pouvoir. Un gouvernement qu'on attendait depuis plus de 2 ans pour certains, une équipe au sein de laquelle pour d'autres on espère une plus grande collaboration. Quoi qu'il en soit, ce gouvernement intervient alors que le Cameroun fait face à une guerre contre Boko Haram et surtout contre des bandes armées à la frontière avec la République centrafricaine. Et le Camerounais lambda, alors, dans tout cela, en quoi ces mouvements l'intéressent-ils? À quoi servent les réaménagements et les remaniements ministériels au Cameroun? Le dernier en date peut-il apporter quelques réponses aux questions qui interpellent la nation aujourd'hui? 237, le débat, ouvre justement le débat ce soir pour décrypter cette nouvelle entourloupe du président de la République dans le sens d'interroger sa pertinence et surtout par rapport aux grands défis qui interpellent la nation aujourd'hui et demain. Merci, Madame, Messieurs, de nous recevoir chez vous. Pour décrypter cette question ce soir, nous avons choisi de donner la parole à Maître Charles Tunga. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. Je suis heureux de découvrir de nouveaux plateaux que je ne connaissais pas. 237, c'est bien. Destination Cameroun. Tout à fait. Charles Tunga, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, ex-bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun et surtout analyste politique, il faut bien le préciser. Merci également à vous d'être venu. Georges Sémier, bonsoir. Bonsoir Duval. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Ouest Littoral. Tout à fait. Merci également à vous d'être venu. Franck Essi, bonsoir. Bonsoir Duval. Vous êtes en politique, secrétaire général du CPP, le Cameroun's People Party. Effectivement. Un parti politique de l'opposition. Merci d'être venu sur ce plateau. Jean-Yves Bessara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC au pouvoir. Tout à fait. Et expert en évaluation foncière et immobilière. C'est ma profession. Merci, messieurs, de nous avoir rejoints. Première question, messieurs, cela portera sur le timing. Je commence par vous, monsieur le bâtonnier. Qu'est-ce qui peut avoir finalement décidé le président de la République à changer l'équipe maintenant pour un gouvernement qu'on annonçait depuis pratiquement 2 ans? Écoutez, ma réflexion et mon regard me font dire qu'en réalité, il ne s'agit pas de remaniement, c'est un réaménagement, comme annoncé. Je crois que le président de la République a voulu en réalité faire ce que moi j'appelle une œuvre de cohérence. Il a voulu donner raison au chef, c'est-à-dire à son chef de gouvernement. Parce qu'en réalité, si on observe ce gouvernement, on se rend compte que tous les ministres qui étaient en conflit avec le Premier ministre sont partis. La question qui se pose pour l'observateur est de savoir si ces départs sont-ils justifiés par l'incompétence ou la compétence. La question est posée. Donc par conséquent, le président a voulu dire à son Premier ministre, vous êtes le chef, donc par conséquent, je vous donne les gens avec qui vous voulez travailler. Ceux que vous pensez être en conflit avec vous, je les écarte. C'est la lecture que j'ai par rapport à ce réaménagement. Georges Sémé, les rumeurs qui ont circulé depuis pratiquement 2 ans sur un éventuel remaniement ont-elles, de votre point de vue, freiné cet exercice-là? Non, pas du tout. J'aimerais d'abord dire que est-ce qu'il y avait eu rumeur? Il n'y avait pas eu rumeur, c'était plutôt des spéculations parce qu'on s'attendait à ce qu'après son discours de 2013 qui a imputé son gouvernement d'inertie et de manque de cohésion, on s'attendait que dans la foulée de ces griefs qui ont été relevés, qu'on procède à un remaniement. Donc c'était une analyse logique de la part de l'opinion publique et de la part de certains observateurs et même de la presse que nous sommes. Alors, il n'y a pas eu dans la foulée de ces griefs remaniements. Donc, on ne peut pas mettre sur le dos du fait qu'il n'y ait pas eu ce remaniement parce qu'il fallait épouser la rumeur. Non, la rumeur ne peut pas être la base d'un remaniement ministériel. Je voudrais quand même préciser que dans la presse ces derniers jours, il y a beaucoup de listes qui ont circulé sur d'éventuelles équipes qui devraient constituer ce nouveau gouvernement du président de la République. Et d'ailleurs, votre journal en a fait un écho, donnant des noms. Et à ce qu'il paraît, il y a au moins 3 noms dans la liste que vous avez. Voilà, vous avez vu juste. Vous avez vu juste. Qui reviennent dans ce gouvernement. Tout à fait, vous avez vu juste. Simplement, j'allais dire que on ne peut pas construire un remaniement gouvernemental ou alors un réaménagement comme c'est le cas sur la base des rumeurs. Ça part des faits concrets.
Et en ce qui concerne ce gouvernement, en l'occurrence, il y a eu certains faits qui ont milité en faveur de ce réaménagement. Peut-être nous en parlerons tout à l'heure, mais je crois que la rumeur ne peut pas être un point de départ pour réaménager une équipe gouvernementale. Franck, ici, est-ce que l'opération, ce réaménagement finalement, parce que beaucoup avaient annoncé un remaniement, peut avoir été freiné par la question de l'insécurité aux frontières? Écoutez, si on reste sur le timing de décembre 2013, où on pensait qu'après le discours du chef de l'État qui avait remis en cause la façon d'efficacité de son gouvernement, depuis pratiquement 2 ans, on attendait ce gouvernement. Qu'est-ce qui peut, de votre point de vue, avoir justifié que pendant toute cette période-là, qu'on n'ait pas ce remaniement qu'on attendait et que ce soit maintenant, de votre point de vue? Écoutez, peut-être en vous répondant, moi je vais souligner un peu le caractère pour le moins anormal de l'exercice auquel nous nous livrons, dans la mesure où, dans un pays normal, lorsqu'il y a un changement au niveau du gouvernement, qu'il soit mineur ou majeur, c'est à celui qui orchestre ce changement de donner à l'ensemble de la nation les raisons de ce changement. Donc le fait que vous soyez à nous poser la question illustre concrètement que la gouvernance à la manière de M. Biya est pour le moins ambiguë, pour ne pas dire anormale. Ce que je veux souligner, c'est que tout ce que nous pouvons dire ici, ce ne sont que des spéculations. C'est des spéculations qui s'appuient sur des hypothèses plus ou moins avérées que nous fondons ou nous émettons sur comment il réfléchit, comment il fonctionne. La réalité des raisons qui déterminent ce timing, qui déterminent cet ajustement mineur que vous appelez réaménagement, sont détenues par M. Biya, qui, il me semble que depuis qu'il est au pouvoir, a toujours surpris les gens. Vous parlez du 35e gouvernement. Je ne crois pas qu'il y ait une seule occasion où les résultats des listes qui ont été publiées n'ont pas surpris les observateurs, n'ont pas démenti celles qui, dans les médias, dans la presse écrite, disaient être dans les secrets. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'il doit y avoir une lisibilité dans tous les actes du chef d'État? Ce que je veux simplement dire, c'est que me poser la question, c'est m'amener à spéculer. Moi, je ne veux pas spéculer. Moi, je veux souligner ce qui, dans une république qu'il a voulu exemplaire dans son dernier discours de prestation de serment en 2011, qui devrait se faire. C'est-à-dire, dans une république exemplaire, un remaniement ou un réajustement apparaît à un moment précis et poursuit certaines finalités. Quand on sort d'un moment politique comme les élections législatives et municipales, où il y a une redéfinition de la carte politique nationale, où il y a un nouveau vent, un nouveau momentum politique, c'est à ce moment-là qu'il faut ajuster le gouvernement pour s'assurer que ce dernier sera en phase avec l'expression populaire qui s'est manifestée. Ou bien, lorsqu'on observe qu'il y a un certain nombre d'insuffisances ou de limites dans la politique qui est conduite par une équipe, on redéfinit le cap et à ce moment on cherche l'équipe qui correspond et qui peut porter, incarner ce nouveau cap. Donc voilà les raisons qui, de façon classique, de façon plus ou moins universelle. Et vous ne ressentez pas ces éléments-là nous sommes dans la mystique et ça vous oblige vous-même les journalistes à faire du maraboutisme. Moi j'ai appris beaucoup de choses à l'école. Vous m'avez présenté, je suis pipi, mais j'ai aussi étudié l'économie, j'ai étudié le management, je continue à étudier, mais je n'étudie pas le maraboutisme. Donc je ne lis pas dans les boules de cristal, je constate que M. Biya est dans une logique constante. C'est d'essayer de faire les choses à contre-temps. Certains parlent du temps du président, ce qui est une absurdité parce que pour nous, ce qui doit primer aujourd'hui, c'est le temps des populations. Alors, Jean-Issy Bessala, est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Est-ce que il devrait être lisible? Je veux dire, qu'est-ce que cela devrait être assez précis, assez clair, d'avoir, lui par exemple, Franck Essier a indiqué tout à l'heure dans son analyse que ça aurait été intéressant de voir au lendemain de ces actes du chef de l'État, voir des gens monter au créneau pour expliquer pourquoi le président de la République prend ses décisions à ce moment et pourquoi il choisit tel ou tel homme. Je profite de prendre la parole comme tout le monde, parce qu'au Cameroun, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de dire ce qu'on pense, et surtout on est libre d'adhérer dans son parti politique que l'on veut, qui a sa façon, ou alors qui prétend faire mieux ou différemment que les autres. Ce que moi j'ai dit aujourd'hui, c'est que le président de la République du Cameroun a le pouvoir, le droit, la légitimité de nommer qui il veut, quand il veut, d'après les textes. S'agissant des résultats des élections,
en tout cas à ma connaissance, un président de la République est obligé de changer de gouvernement pour s'adapter aux résultats des forces qui sont dans l'Assemblée. Il y a beaucoup de s'exprimer qui n'ont même pas de conseil municipal, qui n'ont pas de députés, qui n'ont pas de sénateurs. Est-ce qu'un président de la République... Allez-y, maître. J'ai dit conseillers municipaux. Oh, moi, j'ai dit un. Ah, d'accord. Un conseiller, on dit un conseiller municipal. Allez-y. Je dis donc même pas un conseiller municipal. D'accord. Alors, je ne vois pas comment un président de la République peut tenir compte de ses opinions, de leur façon de faire. De mon côté, Si c'est de nous que vous parlez, vous trompez, monsieur. je n'ai cité aucun parti politique. Mais ce qui est très important, je prends les téléspectateurs. Non, tu ne peux pas m'étouffer. Vous avez passé la parole à 3 personnes, chacun a inauguré tranquillement. Dès que j'ouvre la bouche, pam, pam, pam. Si vous ne voulez pas que je m'exprime, vous arrêtez. Mais accordez-moi le temps comme vous accordez à tous les autres. C'est comment? Pour l'instant, vous suivez ce que je dis parce que... Bon, ok, je m'arrête donc si vous me demandez de m'arrêter. Je vous appelle à vous arrêter. La question que je vous pose, c'est le président de la République n'est donc pas obligé d'expliquer les actes qu'il prend. On n'a aucune obligation d'expliquer aux gens pourquoi... Moi, je ne peux pas, je dis que je ne peux pas obliger le président de la République du Cameroun de m'expliquer pourquoi il a pris tel. Très bien. Maître Charles Tchongan, on attendait un remaniement. Pourquoi le président de la République a finalement opté, de votre point de vue, pour un réaménagement? Est-ce qu'il y avait, de votre point de vue, un risque de faire un grand chamboulement et de toucher peut-être un certain nombre de personnes qu'on présentait comme étant un tout petit peu des affidés de la secte islamiste Boko Haram? Non, je pense que le président intervenant a parfaitement raison. Le pouvoir égalé du chef de l'État qui lui permet de changer ce gouvernement quand il veut, comme il veut, de nommer qui il veut. Maintenant, au-delà de l'analyse, l'amplitude du mouvement. Non, je pense que les pressions étaient trop fortes. Depuis 2-3 ans, on attend un remaniement, un vaste mouvement. Nous avons vu circuler dans la presse des noms, etc. Je crois qu'il faut analyser ce réaménagement comme un recadrage, n'est-ce pas? Je crois que le Premier ministre voulait fondamentalement avoir une équipe à soi. Il voulait des gens qui obéissent à la règle. Le président lui a donné raison. Nous savons que sur les 12 membres qui sortent, il y en a au moins 3 ou 4 qui étaient en train de développer une activité, certes positive pour le Cameroun, il faut le dire, mais qui ne cadrait pas avec l'attentisme du Premier ministre. Je voulais le dire de manière froide pour dire que on a bien vu pourquoi Essimi Meignet sort. Vous avez dit attentisme, pas attention. Oui. On sait pourquoi Essimi Meignet sort. Oui, il a pris un ensemble de décisions concernant les inspecteurs qu'il nommait dans son ministère. Et puis, le Premier ministre a été obligé de rapporter la décision. On sait pourquoi Ambassa sort. Bon, sa sortie, je veux dire, sa communication mais entre autres. Je suis heureux que vous ayez des explications. On sait pourquoi Toutou Bona sort. Donc, par conséquent, le président de la République a voulu donner raison à la hiérarchie, en disant que le chef a toujours raison, même comme nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Alors c'est pour cela qu'on a donc droit à un réaménagement plutôt qu'à un remaniement, donc c'est pas qui aurait été un mouvement de plus grande amplitude. C'est un réaménagement, pourquoi? Je crois que le débat a porté sur la capacité du Premier ministre à conduire une politique cohérente. Comme depuis 3 ans, on dit que c'est un gouvernement incompétent, le président de la République a dit au Premier ministre, comme vous êtes en guerre avec tel ministre, avec qui voulez-vous travailler? Je vous donne les gens avec qui vous voulez travailler, je sors ceux avec qui vous ne voulez pas travailler et j'observe. Je pense que dans les mois qui viennent, nous aurons le temps d'observer et d'analyser cet acte du président de la République. Je suis d'accord avec le représentant de celui-ci pour dire que ce débat ne doit pas tourner autour de l'analyse de ce que le président a fait dans son cabinet. C'est pour planter le décor. D'accord, merci. Georges Sémé, sur cette question-là, Maître Charles Tchongan semble indiquer
que c'est un peu au forceps que le président de la République a été obligé, a dû se résoudre à prendre cette décision. Non, c'est pas. J'ai dit que c'est un souci de cohérence de l'équipe actuelle. Il y a 2-3 ans, on a dit que c'était une équipe incompétence. Apparemment, il y avait des gens qui voulaient travailler. Et il a voulu dire, bon, écoutez, si vous voulez recommencer, faire de belles choses, je vous donne les hommes avec lesquels vous semblez pouvoir redémarrer le pays. Dans restauration de l'autorité du Premier ministre. C'est cela. C'est bien cela, Georges Semu. Écoutez, je crois qu'il était quand même temps que on touche quelque peu à ce gouvernement. Et le président de la République a choisi de réaménager que de remanier, comme l'attendaient beaucoup de Camerounais. Alors, le réaménagement, pour moi, j'ai une lecture simple. C'est qu'il y a eu un réaménagement politique d'abord, parce qu'on sait que parmi ceux qui ont été débarqués, parmi les 12 qui ont été débarqués, il y en a qui ont affiché des résultats assez peu honorables en ce qui concerne leur mission politique au sein du RDPC. Et là, je prends le cas de Mme Bakambok et de M. Bapes qui ont tiré littéralement par le bas le RDPC dans le Nyong-Ekele. Et la seconde lecture que je ferai, c'est celle de l'ascension technique, si vous voulez, l'ascension administrative, parce que Maître Tungan parlait tout à l'heure de ce recadrage pour insubordination de quelques membres du gouvernement à l'endroit du Premier ministre, et c'est la seconde lecture que je ferai, parce que si Mme Amatoutou Mouna se retrouve aujourd'hui dans les choux, c'est parce qu'elle a voulu s'opposer à l'autorité du Premier ministre, et c'est idem pour M. Ambassala. Et à côté de ces deux cas que je viens d'évoquer, il y a également un cas qui peut paraître peu négligeable, mais que je crois vaut son pesant d'or, parce que parmi ceux qui sont partis du gouvernement, il y a un qui a passé un jour en prison et qui en est ressorti le second. Et ma foi, je crois que ça milite en faveur de ce que ce monsieur ne soit plus maintenu dans le gouvernement. Alors, des cas comme ça, ceux qui ont, entre guillemets, maille à partir avec la justice, on peut en citer d'autres, mais je crois que c'est une lecture assez claire et assez lucide qui a milité en faveur de ce réaménagement, même si tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait la pression, et je crois que M. Tungan aussi parlait de ça, il y avait la pression de l'opinion. Le président de la République est en train d'annoncer, sans le dire, la relance de l'opération Épervier. Bien, je ne l'ai pas dit, mais je suis parfaitement d'accord. Lorsque M. Tungan dit qu'à côté de ce réaménagement, c'est possible qu'il y ait un remaniement avec cette fois-ci le départ de M. Philemon Yang et avec au moins aux 3 quarts le départ de certains ministres, en prélude peut-être, pourquoi pas, aux élections présidentielles qui arrivent. Et je crois que ça, c'était qu'un gouvernement, un réaménagement de recadrage juste pour aligner tout le monde sous l'autorité de l'État, et on s'attend peut-être dans les prochains mois à un mouvement de forte amplitude que celui-ci. Franck, ici, qu'est-ce qui le plus retient votre attention dans cette décision du président de la République en ce qui concerne notamment les hommes qu'il choisit pour remettre le gouvernement au travail? Si on peut appeler ça un tout petit peu les caractéristiques de ce gouvernement Yang 3. Écoutez, je vais répondre à votre question, mais avant ça, souligner, si vous voulez, pour moi, des aspects qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment creusés par tous ceux et celles qui s'exercent à l'analyse des actes du président. Moi, ce qui me frappe, c'est ce qu'il aurait dû faire, qu'il n'est pas en train de faire. Parce que la première caractéristique de ce réajustement, de ce réaménagement, c'est que c'est une contradiction flagrante avec le discours et le constat que lui-même il a fait. Pour parler comme une chanteuse locale, est-ce qu'on change les poissons fumés? Est-ce que des personnes qui, de lui-même, ayant tous les moyens de son propre avis, ayant tous les moyens, n'arrivent pas à fournir aux populations les résultats qu'elles attendent? Est-ce que ces personnes-là, parce qu'on a fait un petit changement de personnes dans 12 ministères, pourront être capables de réaliser ce qu'elles n'ont pas pu faire? Donc, par rapport à son discours, par rapport à son diagnostic, on attendait un mouvement plus vaste pour ceux qui attendent. Parce que, en ce qui nous concerne, il me semble que ce qui se passe, c'est une constante chez Biya. Il est constant dans la déception des attentes. Il est conscient
dans les décisions qu'il prend, à mon avis, la non prise en compte des intérêts fondamentaux. Et on va toujours trouver des gens qui vont venir nous dire c'est son pouvoir discrétionnaire, il choisit qui il veut, etc. Mais quand vous dites on ne peut pas analyser la marche du Cameroun, l'avenir de notre pays, sous le seul prisme des desiderata de M. Biya. Ce qui doit être au centre du débat, ce qui doit être le déterminant de toute appréciation, mais c'est la situation, c'est la condition des Camerounais que nous sommes. Alors, donc à ce titre-là, oui, chaque fois qu'il prend une décision attendue aussi longtemps, 2 ans après un discours, 2 ans après les élections, on doit se demander en quoi ces nouvelles personnes, en quoi ces ajustements qui ont été faits vont permettre d'être plus efficaces dans l'exécution du budget d'investissement public. Non, mais c'est que vous comprenez plus pas. efficace. C'est que vous comprenez. Non, écoutez, Non, les non. questions d'autorité, les questions de réaffirmation de l'autorité du Premier ministre. Je voudrais préciser, s'il vous plaît. Non, mais je pense que je voudrais préciser. Je veux préciser. Si c'est un débat, il est, me semble-t-il, opportun que nous puissions échanger sans nous affronter. Oui, bien évidemment. Je pense, vous êtes membre d'un parti politique, ce que je conçois fondamentalement. Je voulais donner un élément de réflexion aussi sur cette question-là. Les partis politiques ont pour vocation d'aller vers le contrôle du pouvoir, n'est-ce pas? C'est très facile de rester là où on est et dire ça ne marche pas. La question fondamentale aussi, que faites-vous pour que ça aille mieux? Parce que les populations attendent aussi Je suggère qu'à cette question, que nous nous organisions, on puisse débattre. qu'on s'organise pour aller vers ce que moi j'appelle l'alternance. Et l'alternance, c'est quoi? L'alternance, c'est pas seulement de critiquer, c'est aussi de dire nous pouvons. Ok, alors je reprécise, je voudrais bien préciser que c'est une question que nous allons évoquer dans le courant de l'émission. Vous aurez pu remarquer qu'en réalité, les premières questions que nous allons poser portent sur la forme. C'est pour ça qu'on a commencé par le timing et puis maintenant sur la structure, dans les caractéristiques du gouvernement. En attendant maintenant de revenir sur le fond, ce que cela peut apporter fondamentalement par rapport aux préoccupations des populations. Sur la forme, oui. Restons sur la forme. La première chose qui frappe, c'est que ça reste un gouvernement obèse. On a 65 ministres. Je vous annonce qu'au moment où je vous parle, en cette soirée, M. Bouhari, président d'un pays qui compte 180 millions, c'est-à-dire 9 fois la population camerounaise, vient d'envoyer une liste de 21 ministres. Bon, on va nous dire comparaison n'est pas raison, mais c'est un fait qu'il faut retenir. Il y a d'autres exemples en Afrique qui montrent que, justement, on peut avoir des équipes gouvernementales moins obèses. Au-delà Deuxième chose, du caractère pléthorique du gouvernement. Moi, ce qui me frappe aussi, j'ai pas le monopole de la jeunesse, mais je veux dire que où sont les jeunes? Mais c'est pas possible. Mais on a l'impression que M. Biya, il vit dans un pays de grabataires. Non, c'est pas ça. Mais où sont les jeunes dans ce gouvernement? Vous ne comprenez pas. Voilà une caractéristique, et ça, M. Biya a un stock. M. Biya a un stock. Il a un stock de partisans. Il intervertit les uns et les autres depuis 33 ans. Ça veut dire que vous avez une mauvaise visibilité de la gouvernance de l'IFREDA. Moi, je vous ai dit que je parlerai. Il a un stock. Je parlerai ce soir de tout ce qui devrait être fait. S'il vous plaît, maître. Je ne suis pas. Vous n'allez pas tout le temps répondre à Franck ici. Permettez qu'il finisse. Jean ici va va répondre. Et puis. Merci, mais laissez-moi terminer. Je continue à ce parce qu'en définitive, dans ce pays qui est le nôtre, personne n'a le monopole du patriotisme. Ok, alors finissez donc. Je ne dis pas la voix. Donc, je disais que je ne vois pas les jeunes. Je constate que les femmes continuent à être la portion congrue dans la composition du gouvernement. On est quand même passé de 9 à 10 femmes. Si vous dites 65, vraiment, bravo. Allez au Rwanda, vous verrez ce qu'on fait. Donc, c'est pour vous dire que non, aujourd'hui... Vous aimez les exemples étrangers. Mais c'est l'Afrique. Écoutez, notre avenir, c'est l'Afrique. Peut-être au niveau... Alors, la parole à Jean exhibé ça là maintenant. Ce que le dit, c'est que, pour terminer, en matière sur la forme, parce qu'on annonce un réaménagement, mais comme je le disais, ça franche peut-être avec la question du fond, mais on devrait dire voici le cap. C'est-à-dire que voici, maintenant qu'on a fait cet ajustement, voici parce le cap. qu'il est sur le fond, donc dans la forme, je suis obligé, si vous voulez, dans la forme, d'intervenir parce qu'en réalité, c'est moi qui dois l'interrompre. Dans la forme de l'annonce, c'est moi qui dois l'interrompre. On devra accompagner le décret avec, si vous voulez, le cahier de charge. Maintenant, on peut débattre sur le fond du cahier de charge, mais il n'y a pas de cahier de charge. Alors, Jean-Yves Bessala, sur quels sont de votre point de vue les principales caractéristiques de ce gouvernement? Qu'est-ce qui retient votre attention en regardant sa composition? En tout cas, je veux prendre des précautions compte tenu de l'allure que je vois qui se passe. Moi, je ne suis pas ici pour faire un procès au nouveau gouvernement qui n'a même pas une semaine. Sinon, je verserai
comme les autres ont tendance à faire des procès d'intention. Lorsque quelqu'un prend le pouvoir, il faut quand même attendre même 1, 2, 3 mois pour voir comment il va faire. Ceci dit. Ceci étant, comme peut-être je risque d'être l'animateur, moi je pense que je reprendrai ce que Maître a dit tout à l'heure. Quand on écoute, quand on lit les mots-clés que le Premier ministre a prononcés partout où il installait les gens, on peut se sentir que c'est dans ce sens. Quand le Premier ministre insiste sur l'esprit d'équipe, la cohérence, sur la franche collaboration, l'hymne sans faille. Je pense que pour moi, militant du RDPC, c'est largement suffisant si tous les ministres se mettent à travailler dans la cohésion avec la solidarité gouvernementale pour aller de l'avant, parce que j'attends, comme tous les autres Camerounais, que certaines choses soient faites rapidement. Alors, vous gardez la parole sur, est-ce que de votre point de vue, il n'y a pas des choses qu'on pourrait reprocher à l'équipe sortante qui devraient être corrigées justement pour améliorer le travail gouvernemental? Je suis net et clair. Hein. Moi, je ne peux pas faire un procès à un gouvernement que je soutiens dans un micro. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que la politique. Je ne suis pas là pour m'illustrer que je fais des remarques acerbes pour ceci, pour cela. Okay. Je suis là pour soutenir je pose le gouvernement. Je pose donc la question autrement. Oui. En quoi est-ce que le nouveau gouvernement est nettement meilleur que le dernier? Depuis qu'on a nommé ce nouveau gouvernement, je sens comme si il y a un début de cohérence, de cohésion qui va se naître. On a injecté 2, 3 éléments qui donnent l'espoir que ça peut bien marcher. Les expressions publiques, tu sens que voilà quelqu'un qui vient pour travailler, pas pour glorifier, par exemple. Maître Chadjonga, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Je commence avec Georges Sémé. L'état de l'ancien gouvernement, peut-être qui devrait nous inspirer sur les attentes de la nouvelle équipe pour booster davantage ce gouvernement par rapport aux défis, aux grands défis qui sont annoncés. Alors, vous me demandez de ressortir l'état de l'ancien gouvernement. On va commencer par la forme d'abord, parce que c'était un gouvernement qui est resté archi-comble, parce qu'on a procédé à un remplacement numérique qui a été confirmé avec ce gouvernement Yang 3 qui a pris fonction depuis le 2 octobre. Donc, il y a donc cet art formel, pléthorique, qui me fait dire que ce n'est pas sûr qu'on atteindra les résultats escomptés, malgré les injonctions qui ont été données par le Premier ministre lorsqu'il installait les nouveaux venus. C'est pas sûr qu'on voit du sang neuf. C'est pas sûr. Alors, on attend de voir les maçons au pied du mur, mais je crois qu'il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. L'autre état, c'est peut-être, cette fois-ci, c'est dans le fond, le manque de cohésion. Parce que les nouveaux arrivants viennent pratiquement continuer le travail qu'a laissé les anciens. C'est-à-dire l'inertie, les cloques en jambes, qui vont certainement continuer, et le manque de cohésion, parce qu'ils n'ont pas eu de feuille de route. On attend peut-être qu'il y ait un éventuel conseil des ministres, et que ça ne me rassure même pas d'ailleurs, on attend un éventuel conseil des ministres pour que soit redéfinie leur mission. Mais s'ils viennent repartir sur les mêmes bases, je crois que ces performances, tant attendues par les Camerounais, seront toujours tirées vers le bas. C'est vrai que ça rejoint un tout petit peu la question qu'on a soulevée tout à l'heure. Maître Charles Djungan, ce qu'on peut considérer comme les insuffisances du dernier gouvernement, au-delà de la question de l'autorité du Premier ministre qui faisait problème, le président de la République a souvent parlé d'inertie, de laxisme. Est-ce qu'on pourrait ajouter à cela les faibles résultats économiques? Donc je crois qu'il est constant que les résultats sont faibles au plan économique, mais il est également constant que finalement, nous sommes dans une équipe où chacun joue sa place. Donc par conséquent, je ne pense pas que ce réaménagement va amener quelque chose de nouveau dans la manière dont la gouvernance du pays est menée. Donc pour moi, je crois que le chef de l'État a voulu prendre du temps. Il a pris du temps, il a réglé les incidents entre quelques individus par rapport au Premier ministre. Il a essayé de faire en sorte que l'opinion
reçoivent un message qui veut il gère le pays, il regarde ce qui se passe. De temps en temps, il sanctionne à gauche, à droite. Mais fondamentalement, l'opinion publique attend des résultats. Le peuple de ce pays veut qu'on lui dise comment faire pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, on n'a pas de résultat. Si le discours d'un Premier ministre, c'est d'aller dire « Maintenant, j'ai gagné, je vous installe ». Donc, tout ce que je vais dire désormais sera vérité évangélique pour vous. Si c'est ça la politique, ça ne vaut pas la peine de faire la politique. Oui, mais maître, en même temps... Moi, je dis simplement que ce réaménagement montre, me semble-t-il, 2-3 choses. La première, c'est que le président de la République a pris conscience, et je crois que c'est la plus grande décision qu'il ait prise, c'est de mettre à la défense quelqu'un pour gérer les armées. Nous savions que nous avions un problème grave aux armées. Il a réglé cette question-là. Ce gouvernement, notre gouverneur qui nous quitte, c'est un monsieur, je le connais personnellement, il va faire du bon boulot là-bas, nous le savons. C'est un monsieur qui, dans sa discrétion, règle des problèmes dans des conditions difficiles et dans des situations inégales. Donc, sans beaucoup de bruit. Il ne fait pas de bruit. Et c'est pour ça qu'on appelle l'armée la grande muette. Il est comme ça, il est comme un ministre d'État à la justice. Nous on l'appelle le muet, ministre d'État. Donc, il fait ce qu'il fait sans dire pourquoi il le fait. Donc, de ce point de vue-là, ce remaniement est important. Pour le reste, j'ai dit que, deuxièmement, on a donné au Premier ministre le pouvoir d'être Premier ministre. Question de cohérence, même dans la médiocrité. Mais on peut considérer qu'il y a un cap qui a été fixé, il y a des objectifs qui ont été assignés à ce gouvernement. Je ne pense pas. Il faut rappeler que je ne pense pas parce que il a été désigné Premier ministre d'abord en 2009, il a été reconduit en 2011 avec des missions précises. On peut considérer qu'il y avait un certain nombre d'indisciplinés ou une forme de délinquance qui empêchait que ce cap-là soit maintenu. Et donc que peut-être maintenant... Deux choses, je vais en terminer. Je ne pense pas que la durée est la preuve de l'efficacité. C'est la première chose que je voulais vous dire. La seconde, c'est que je ne pense pas que les sortants ont démérité. Forcément. Je ne suis pas convaincu que sur les 12 qui sortent, tous ont démérité. Les uns ont été écartés parce qu'il y avait un conflit, j'allais dire, presque congénital avec le Premier ministre. D'autres sont partis parce que l'accident de la gouvernance a fait qu'ils aient quelques moyens à partir de la justice. Et les derniers sont partis parce que ça faisait longtemps. Quand vous avez 19 ans de gouvernement, je pense que vous avez le droit d'aller vous reposer un peu. Ce n'est quand même pas un héritage. Être appelé à diriger le Cameroun, être la première équipe du Cameroun, c'est un privilège. Alors, je reviens à vous, Franck, ici, avant de la parole à Jean-Yves Bessala, pour qu'on rentre peut-être dans les questions de fond, en s'appuyant un tout petit peu sur la manière dont ce gouvernement est structuré. Il a parlé, en évoquant quelques bons points de ce gouvernement. Il a signalé, par exemple, le cas de Joseph Betty-Assomo, ancien gouverneur de la région du littoral, qui passe qui devient ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. On peut prendre... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres réajustements, d'autres mouvements au sein de ce gouvernement qui peuvent donner à penser qu'au moins cela, le président de la République a une bonne vision, une bonne visibilité sur ce qu'il veut par rapport au développement du pays? Peut-être je vais vous surprendre en vous disant que fait le lien avec la question de la tare. Je crois que la tare de ce gouvernement, c'est son chef réel, le chef de l'État, M. Paul Biya. Pourquoi je le dis? Il a été réélu, semble-t-il, en 2011. Bientôt, depuis 2011, on a à peine 3 conseils de ministres. C'est-à-dire on abuse du thème pour qualifier des séances pour au moins de notre âge, d'à peine 30 minutes, où il arrive et sans aucun échange, il y a un discours. C'est le problème parce que, manifestement, quand on observe le fonctionnement du gouvernement, on sait que l'essentiel des décisions qui sont prises au niveau de la présidence. Et à partir de ce moment, on est dans un schéma un peu désagréable dans la mesure où ceux qui sont comme des fusibles devant l'opinion publique pour rendre compte
ou pour s'expliquer sur ce qui se passe ou ne se passe pas dans leur secteur d'activité, sont en réalité des gens qui, en grande partie, pour valider une initiative, sont tenus par, si vous voulez, la présidence. Donc la présidence, elle a réussi à construire le mythe de nous donnons des instructions, nous donnons des orientations, et c'est vous qui appliquez. Alors que dans la réalité, dans l'application, il y a des crocs en jambes, il y a tout un tas de difficultés qui sont mises sur la table. Donc c'est simplement pour relever que le problème est structurel. Monsieur Betty Assomo et d'autres, je ne doute pas qu'ils aient d'énormes qualités. Je veux dire, c'est pas en soi, être membre du RDPC, être membre du gouvernement Biya, même M. Biya lui-même a des qualités. Ce qui est en cause, c'est le système de fonctionnement qui peut faire que des gens, même les plus brillants, arrivent et échouent. Alors, parlons justement à partir de ce système. moment-là, oui, justement. Prenons l'exemple de la question de la performance gouvernementale. Oui. Ils se sont donné un instrument assez simple, basique. On était même étonné qu'en 2011, on n'avait pas encore des feuilles de route dans des gouvernements, dans des ministères. Mais que sont devenues les feuilles de route? À partir du moment où on n'a pas un indicateur pour apprécier l'efficacité des ministres et éventuellement prendre les décisions qui s'imposent lorsqu'il n'y a pas les résultats, mais on est dans quoi? Personne ne peut vous dire aujourd'hui quels sont les critères sur lesquels on est promu et quels sont les critères sur lesquels on est déchu. En réalité, tout relève de la volonté discrétionnaire du chef de l'État et c'est ça qui est inacceptable parce que en réalité, on fonctionne comme si on était dans un royaume. On dépend, mais pourtant, on est censé passer chaque jour un contrat avec ceux qui nous gouvernent. On leur a délégué Donc, un vous mandat. pensez qu'il y a un problème de communication? Non, le problème, c'est la manière dont la Mais parce que vous avez présidence dit fonctionne dans maintenant, ce on voit pays. quels sont les éléments, le Donc, contenu. c'est pour dire simplement simplement que, monsieur, tous ceux qui ont été nommés aujourd'hui, là, je vais dire que je ne crois pas que, malgré leur bonne volonté, ils vont réussir à part quelques petites améliorations, à relever les défis structurels. Mais nous sommes Et d'accord. le débat qui est posé aujourd'hui et qui interpelle tous les Camerounais qui veulent autre chose, c'est mais Mais nous sommes d'accord sur à ça. quand ce changement de système? Mais nous sommes d'accord Comment sur- s'organise pour Nous sommes pousser d'accord ce sur changement ça. de système? Moi, ce que moi je vous reproche, c'est qu'en réalité, vous rentrez dans un système, puisque vous dites que la crise n'est pas structurelle, elle est systémique. D'accord? Ça implique qu'il faille changer le système pour créer de nouvelles conditions de développement et de cohérence politique. D'accord? Tant que vous serez en train d'analyser ce que Biya fait, comment il fait et pourquoi il le fait, vous allez tourner en rond. C'est ce que j'évite de faire. Parce qu'en définitive, Là, vous décrivez, là. non, cher ami, parce qu'en définitive, Vous décrivez. parce qu'en définitive, il est dans son rôle. Là où il est dans son rôle, il a un carcan constitutionnel qui est le sien, il fonctionne dans la légalité. Parce que la chose que vous pouvez lui reprocher, c'est d'être dans la légalité. Écoutez, ça c'est discutable. Depuis, Je crois que c'est discutable. Le nombre de depuis fois. 96. Il vient m'arracher la parole. c'est un débat. Oui, allez-y. bon. Depuis Je suis 96, dans le débat. je vous prends un exemple. Parce que l'état des droits, c'est pas une réalité au Non, Cameroun. c'est pas la question. Non, il ne faut pas qu'on s'éloigne de la Non, mais question. vous dites qu'il est dans la légalité. Il ne faut pas qu'on s'éloigne de la question. La question que j'ai posée, s'il vous plaît, c'est sur les caractéristiques du gouvernement. posez- C'est pas pour qu'on se Et je ne veux pas Maître vous Chazouma, focaliser- s'il vous plaît. sur la S'il vous plaît. critique. Non, vous avez posé Ce que voilà, j'expliquais, S'il vous c'est plaît. que- Qu'on se comprenne, il ne faut pas qu'on s'éloigne du Je sujet. n'accepte pas qu'on se mette le sujet parce qu'en réalité, vous êtes en train de poser la question de la légitimité. Non, Moi, je il dis faut, que il faut la pas. question de la légitimité est renvoyée au corps électoral. Et j'indique tout simplement que depuis 1996, nous avons une constitution, nous vivons sur deux constitutions. J'entends pas beaucoup de partis politiques débattre cette question-là. Ça fait au moins, depuis 20 ans, on n'a pas de conseil constitutionnel dans ce pays. Très bien. L'organe Bon, régulateur de la République n'existe Monsieur pas. Duval, j'ai cru comprendre que la question qui était posée était de savoir si. quels sont les bons points de ce gouvernement? Voilà. Quels sont Mais les voilà. éléments sur lesquels on peut s'appuyer Vous en pour êtes sorti. relancer le gouvernement et permettre que je les suis choses pas sorti. s'améliorent? J'ai simplement relevé qu'il Oui. y a des personnalités qui sont individuellement douées de certaines compétences, de certaines qualités. Mais que le système ne leur permet pas d'être Maintenant, la performant. question, la vraie réflexion qu'on doit mener, c'est est-ce que c'est le débat entre l'acteur et le système? Est-ce qu'ils arriveraient à faire bouger les lignes C'est et pas transformer- l'objet du débat. Et Non, donc, non, c'est l'objet du débat justement parce que, justement, ce qui nous intéresse, nous, en tant que Camerounais, c'est ce que ça va changer dans notre quotidien. Mais on prend un débat. Donc, et c'est de ça qu'il est question. Mais on parle de- Très C'est bien. pas monsieur Petit je- Assomo s'il vous Ebo, plaît. etc. S'il vous plaît. C'est est-ce que le J'ai- désordre et la j'ai grogne pas dit qu'il y a qu'il dans était beau. les troupes aujourd'hui, J'ai pas dit qu'il était beau. est-ce que la façon dont Même s'il l'armée est- camerounaise se déploie, les forces de sécurité et de défense se déploient, va sensiblement changer
de façon plus efficace. C'est ça la question. Très bien. Alors, avant on Georges est Sémé, prêt à débattre, s'il vous au plaît, Jean-Ici Bessala, je posais la question sur les caractéristiques du gouvernement, ce qu'on peut considérer comme les bons points. Est-ce que le mouvement que le président de la République a opéré, par exemple, entre les services du Premier ministre et le ministre, le Minepat, on a vu par exemple Luc-Paul Moutazi qui est parti des services du Premier ministre pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. On a vu Nganou Messi qui part justement de ce Minepat-là, par exemple pour les travaux publics. Est-ce que ce mouvement-là n'indique pas que fondamentalement le président de la République il y a un point focal qui est par exemple justement le développement des infrastructures et les grands chantiers qu'il a annoncés sur le cap d'émergence? Je veux donner mon point de vue sur la question précise que vous posez, mais je veux quand même lancer un mot, c'est-à-dire si j'étais de l'opposition, avec toutes les incohérences que j'entends qu'on allie, qu'on trouve dans ce qui nous gouverne, mais je me précipiterais pour faire un projet politique, un projet de gouvernement, c'est-à-dire présenter au peuple camerounais un projet qui peut trouver une majorité à l'Assemblée, au Sénat et dans les administrations pour gérer. Parce que je ne sais pas si dans l'opposition, il y a un projet politique, c'est-à-dire qui peut rentrer à l'Assemblée nationale, au Sénat, même dans le gouvernement. Je ne sais pas, même dans un régime de 300 partis politiques, est-ce qu'ils peuvent avoir la ressource humaine pour assurer l'administration, le gouvernement, c'est ça. Hein? Si on le verra le moment venu, lorsqu'ils accéderont. Non, on ne doit pas attendre. On va attendre quand. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On fait la confusion entre les fonctionnaires de l'ENAM et les membres de l'OPC. Moi, je demande à monsieur ici de respecter mon temps. Je demande à ici de respecter mon temps de travail. Sur votre téléphone. C'est un débat, Non. Le débat, chacun parle à son tour, maître. J'ai posé une question. Même devant la barre. Chacun vient dire ce qu'il croit être vrai. J'ai posé une question sur le mouvement entre le Premier ministère et puis le Minepat. Est-ce que le président de la République a voulu régler le problème? Si les téléspectateurs ont compris ce que je voulais dire, parce que souvent on m'empêche de chuter, moi je dois dire que la ressource humaine qui est au gouvernement, faut pas tomber. A bouger 2-3 personnes pour faire basculer les choses dans un bon sens. Par exemple, ce que vous citez là, il est possible, il est même certain que l'ancien ministre de l'économie et du développement qui était passé au secrétariat du Premier ministre, quand il rentre là-dedans, il est intelligent, il va comprendre, puisqu'il a pris la distance, il allait faire des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Maintenant, il rentre sur place. Mais celui qui était au plan au développement, celui qui concevait, qui participait à la conception, de lancement de certains projets, notamment maintenant sur le terrain de la réalisation. Tout à fait. Monsieur Duval. Non, vous allez prendre la parole, maître, s'il vous plaît. Vous allez faire non, s'il vous plaît, vous allez prendre la parole. Permettez que Georges réagisse et après vous allez partir. Une série de monologues allez-y. Qui fait en sorte qu'on ne change pas. Allez-y, Georges Sémé. Je ne partage pas du tout l'analyse du grand frère Aïssi Bessala parce que on a effectué un réaménagement, certes. On a insufflé un souffle nouveau. Le ministre de la Défense qui était gouverneur, qui est devenu aujourd'hui, qui était gouverneur, qui est devenu ministre de la Défense. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a été un bon gouverneur qu'on sera un bon ministre. Un bon ministre, voilà. Il y avait M. Louis-Paul Montazé qui occupait jusqu'au 2 octobre les services du secrétaire général de la primature et qui a été ramené dans un poste, dans un portefeuille qu'il occupait déjà bien avant. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a été ramené dans ce portefeuille que les choses vont aller mieux. Je prendrai également le cas du ministre de l'enseignement secondaire, M. Jean-Ernest Galibert. Ce n'est pas parce qu'il a su tenir la sous-cature qui sera forcément un bon ministre. Alors, donc, moi, je vais me permettre de lire dans une boule de cristal et conclure que ce gouvernement, je n'en attends pas de miracle si il n'y a pas un remaniement, c'est-à-dire débarquer le Premier ministre, enlever au moins 3/4 de ces membres du gouvernement qui sont illustrés par une incroyable inertie. Je ne vais pas reprendre les mots du président de la République qui parlait de manque de cohésion et d'une sous-consommation criarde du budget d'investissement public. Donc, je crois qu'on n'en attendra pas un miracle parce qu'ils vont reprendre les cendres des partants et
continuer d'enfoncer l'action gouvernementale. Donc, c'est vrai, il faut attendre le marché au pied du mur, mais franchement, je crois qu'on aurait mieux fait de balayer au moins 3 quarts ce gouvernement et insuffler un autre souffle nouveau à l'action gouvernementale. Mais puisque vous avez souligné en passant la question de l'économie, on se souvient que récemment, avec la dernière visite de la mission du FMI, on a quand même indiqué qu'il y avait quelque chose qui bougeait. On parle de 6% de taux de croissance en 2014, avec notamment l'augmentation de la production pétrolière ou encore la progression au niveau des investissements publics. Ce n'est pas si mauvais que ça. Écoutez, bon, vous savez, c'est à saluer. Ces efforts sont à saluer parce qu'on est également dans une période très délicate où on investit beaucoup dans la guerre pour acheter de l'armement et pour éradiquer la secte de Boko Haram. Mais n'oubliez pas que à côté de ces statistiques, il y a une constance. C'est que le Cameroun reste un pays très très endetté. Plus de 2300 milliards d'endettement, c'est quand même un plomb assez lourd dans l'aile du décollage de l'économie camerounaise. Donc, on aimerait bien apprécier ces évolutions, ces aspects évolutifs que le Cameroun a mettre à l'actif de l'économie camerounaise, mais n'oublions pas que à côté de ça, il y a un essoufflement de notre économie dû à l'endettement et aussi à cette histoire d'effort de guerre qui fait que un flux important d'argent est orienté vers l'armement. Donc, ce sont de bons points, mais on attend de voir ce que ça va donner dans les prochaines. Alors, puisque d'un moment à l'autre, le secrétaire général du CIF va nous quitter, on va lui donner la parole sur ce qu'on peut considérer comme lui l'a considéré comme l'une des questions fondamentales, c'est en rapport avec ce que ce gouvernement apporte de façon précise aux préoccupations des Camerounais. Vous pensez donc, Franck Essi, qu'il y a, au-delà des remaniements et des réaménagements, une question systémique. C'est-à-dire, vous avez commencé à développer. Peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. Quand vous dites systémique, ça veut dire quoi? Bon, écoutez, premier élément, c'est qu'on ne peut pas... Quand on parle de problème de cohésion, c'est difficile, plus la taille du gouvernement est importante, plus il y a des difficultés à assurer la cohésion. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, il faut analyser la qualité même, si vous voulez, des politiques publiques qui sont mises en place. Aujourd'hui, je crois que, contrairement à ce que M. Bessala peut penser, et je lui suggère, s'il a un téléphone qui a accès à Internet, il va voir un programme qui montre que le potentiel agricole camerounais est insuffisamment valorisé. La canalisation des énergies dans le secteur informel sont insuffisamment valorisées. Le climat même des affaires, actuellement, n'est pas suffisamment transparent, n'est pas suffisamment attractif. Et le président lui-même est le premier à le reconnaître. Parce que je veux dire qu'au niveau même des politiques qui sont mises en place, il est clair qu'on n'a pas les meilleures politiques du monde. On a sur plein d'aspects, il y a des éléments nouveaux qu'on peut encore changer. Mais le plus important, à mon avis, c'est que, et c'est sur ça que je vais attirer l'attention pour parler tout à l'heure de que peut l'acteur face au système. C'est l'administration camerounaise qui est chargée de porter et de mettre en œuvre justement tous ces ensembles de politiques en faveur des populations. Mais cette administration aujourd'hui, on peut changer, on peut faire des remaniements, etc. Mais dans son fonctionnement actuel, dans la mentalité qui la domine, qui n'est pas à la productivité, qui n'est pas à la performance, qui n'est pas orienté vers le service du citoyen, mais on est loin du compte. On peut mettre un ministre qui a la bonne volonté, mais ce qui se passe, c'est que on est entouré de personnes qui n'ont pour seul intérêt que de multiplier les séminaires, les commissions, les voyages, etc. Donc, lorsque on parle de donner l'instrument étatique les moyens de changer la vie des Camerounais et qu'on ne parle pas de ce mastodonte-là qui est le véritable frein, je pense qu'on parle de quoi? On blague. Donc, et ce type de réforme profonde, fondamentale de l'administration publique, des méthodes de travail, du rapport aux citoyens, du rapport à la performance, ne peut que être impulsé à partir d'un changement au sommet. Parce que malheureusement, dans la construction de l'État au Cameroun aujourd'hui, tout se décide à étudier, tout se décide autour de ce que moi j'appelle le monocrate. C'est-à-dire qu'un vous savez qu'il y a un courant de pensée qui a le pouvoir surtout sur cette méthodologie-là, je veux dire complètement différente, la vôtre, selon laquelle on peut par exemple procéder par un travail d'éducation, de civisme qui permettrait fondamentalement de changer la façon, la perception des Camerounais de façon globale sans que ce mouvement, ce changement soit impulsé forcément par le sommet. Je ne sais pas de quelle école vous parlez, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que la décentralisation n'est pas plus avancée qu'elle devrait? Parce qu'un des moyens pour justement détruire le monstre,
Mais c'est de ramener le pouvoir à la base. Oui. Mais où en est-on au niveau de la décentralisation? Je ne veux pas citer M. Yang. Il a dit que c'est une catastrophe, c'est inacceptable. Transférez-moi les ressources, transférez-moi les compétences, transférez-moi les fonds. C'est lui qui est le premier à le dire. Donc c'est pour simplement dire que on ne peut pas aujourd'hui, et il faut être honnête pour le dire, que si aujourd'hui le CDP ou notre parti politique autre que RDPC prend le pouvoir, parmi les chantiers immenses, majeurs, pour être à mesure de satisfaire la demande publique, c'est de réformer ce léviathan, ce monstre qu'on appelle l'administration camerounaise. Parce qu'elle est devenue justement le lieu où s'agrègent tous ceux qui considèrent le bien public comme fondamentalement la propriété privée, la mangeoire. Donc ça, c'est un élément fondamental. Autant je suis d'accord avec le constat qu'il fait, autant je note quand même qu'un parti politique... Sur la méthode. Oui, non, c'est pas seulement ça. L'État, c'est l'État. Le Léviathan, c'est le Léviathan. Aucun parti politique, qu'il soit communiste, capitaliste, socialiste, sociodémocrate, ne peut se passer de l'État. Oui, mais lui, il parle de l'administration camerounaise. Monsieur Duval, Ce n'est pas de ça qu'il est question. Monsieur Duval, on a deux conceptions. Entre un État centralisé et un État décentralisé, c'est deux conceptions de l'État, mais c'est l'État. Il y a l'État jacobin et l'État girondin. Centralisé à la façon napoléonienne, décentralisé à la façon, n'est-ce pas, girondine. Donc, Oui, mais si on dit décentralisation, on y aille. C'est ce qu'il est en train de dire. On parle de décentraliser. Ce que je suis en train de On dire. veut que le maire, le conseil municipal soit en mesure de délibérer sur les ponceaux, sur les routes, Très bien, bon, ce n'est pas la question. On fera le débat sur la sur décentralisation. les incitations locales. On va faire le débat sur... On va faire le débat sur... Vous avez dit qu'il sortait du débat. Oui. Qui vous a donné la parole, nous avons respecté. Non, c'était pour conclure. Non, Pour conclure. non, mais la question est qu'il en a profité pour poser des problèmes politiques. Oui, mais Et sur ces questions-là, il ne peut pas m'empêcher de lui dire une chose très simple, que la question qu'il pose, les problèmes qu'il soulève, sont des problèmes cruciaux, importants, justifiés, mais qui renvoient à la politique, c'est-à-dire à la question de l'alternance. Est-ce possible de débattre ça ici? Je pense pas que c'est le lieu. On aura de débattre des certainement conditions l'occasion. d'alternance. En tout cas, on va vous remercier, Franck Essi, d'être venu sur le plateau 237 le débat. Merci et à très bientôt. Vous allez être remplacé sur ce plateau par Prince Aristide Ngekam, qui est journaliste et directeur de publication de Forum Libre. Je reviens donc à vous, Jean-Haïssi Bessala, sur la question. C'est vrai que vous avez commencé à apporter des éléments, des réponses, mais je réinsiste là-dessus. Lui, Paul Motazé, qui est parti donc du Premier ministre, des services du Premier ministre pour le Minepat, a indiqué dans sa première interview que les deux chantiers fondamentaux, les grands chantiers majeurs, ce sera d'abord le plan d'urgence et surtout l'organisation de la CAN 2017 et 2019. Est-ce que de votre point de vue, ce sont des questions prioritaires pour l'État du Cameroun aujourd'hui? Je peux en ajouter d'autres, mais avant d'en ajouter d'autres, je veux dire quelque chose pour revenir sur terre. Moi, je viens de recevoir un coup de téléphone, que quelqu'un m'appelle de France pour que je m'en occupe, parce qu'il a appris que entre peut-être Nachigal et Yaoundé, on est en train de casser les maisons parce qu'on enterre les câbles de la haute tension. Ça, je suis... Depuis la France, quand on parle de mise en place des projets prioritaires des grandes structures, je pense que ça, à l'échelle du Cameroun, c'est important. Je dois dire aux autres que j'étais hier à Yaoundé, j'ai été surpris que je pars de Bonanjo, je traverse le village aisément jusqu'à traverser le pont, parce que les entrées de ce côté-là de la ville de Douala prennent de plus en plus forme. Donc, on n'habite pas dans la même ville alors. Moi j'ai mis 1h30. Entre Yassa et... Tu venais d'où? De Yaoundé. Quand, à quelle heure tu venais d'où? C'était pour répondre à la question concernant la nécessité qu'il y a à développer les infrastructures. Pour dire que bouger quelques pièces dans le gouvernement, ça peut faire bouger la machine. Maintenant, Maître lui dit que lui, il a passé 1 heure. Moi, j'ai dit, je n'ai pas passé tant de temps. Alors, qui on va croire? Bon, ce n'est pas ça la question. Prince Aristide Ngekam, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir Duval, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux très nombreux téléspectateurs. Merci de nous avoir rejoints. Alors, pour qu'on se retrouve peut-être au même niveau de développement, est-ce que vous avez une ou deux choses à dire par rapport au premier aspect du débat? On a entre autres parlé du timing, de la caractéristique, de ce qu'on peut considérer comme les principales caractéristiques de ce gouvernement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient fondamentalement votre attention pour ce qui concerne cet acte du président de la République réaménageant le gouvernement? Mais écoutez, déjà sur le timing, j'ai entendu Franck ici, malheureusement il est parti, il a enseigné dans toutes les écoles de sciences politiques, il n'y a pas de timing précis pour faire un gouvernement. C'est-à-dire chaque président est maître de son jeu, et de son temps. Mais maintenant, c'est dans la pratique, peut-être à copier les autres. Vous savez, de l'autre côté de l'Occident, lorsqu'on sort d'une élection, on essaie de redistribuer les cartes et c'est connu. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est une loi ou alors une règle établie ou enseignée dans les écoles de journalisme, dans les écoles de politique. Mais ce que je voulais dire, ce que j'ai remarqué ici sur le réaménagement, Maître Chungana a dit, vous avez 12 entrants, c'est-à-dire 12 entrants, 12 sortants, 8 mutations. Et ce que j'ai remarqué, au-delà, ce n'est pas suffisamment dit, entre les membres du gouvernement et assimilés, ils étaient avant 71, nous avons 74. Ça voudrait dire qu'on a fait partie pratiquement 3 personnes et on a ajouté certains. Mais ce que moi j'ai remarqué, José a essayé de le dire, mais il n'est pas allé au fond, moi je remarque 2 types d'entrées. Des entrées purement techniques et des entrées politiques. Qu'est-ce que j'appelle entrée purement technique? Je considère l'entrée, par exemple, de la magistrate, qui était par exemple vice-président de la Cour d'appel du Nord-Ouest, qui occupe cette fois-ci le poste du ministre délégué à la présidence, chargé du contrôle supérieur de l'État. Oui. Je pense qu'il y a eu un problème, et M. Chunga est mieux placé ici sur ce plateau pour le dire, sur l'instruction des dossiers au niveau du contrôle supérieur de l'État. On en parlera tout à l'heure. Il est vrai que le ministre sortant, ici, engageait déjà un certain nombre de séminaires pour les inspecteurs d'État pour que ce problème-là trouve une solution. Donc, moi, j'appelle ça une entrée technique. Aux prochaines entrées, c'est l'entrée de Paul Elonté. Paul Elonté, vous savez il a pratiquement fait toutes ses classes au niveau des services déconcentrés du ministère des Finances. Il est inspecteur de Trésor, il a été trésorier supérieur général au niveau du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et par ailleurs directeur du Trésor. Vous voyez, aujourd'hui, il est le ministre délégué auprès du ministre des Finances. Vous avez une autre entrée, pratiquement comme celui c'est une promotion dans tous les cas, comme celui de l'actuel ministre de la Jeunesse. C'est un fonctionnaire qui a fait pratiquement toutes ses classes au ministère de la Jeunesse. Il est parti du ministère de la Jeunesse pour être secrétaire d'État au niveau des ministères des enseignements secondaires. Cette fois-ci, il rentre dans son ministère comme ministre. Vous avez une autre mutation qu'il faut prendre qu'il faut considérer, c'est la mutation du ministre Bidompat. C'est-à-dire, vous savez qu'il a été directeur de l'INDS à une certaine époque. Il a été ministre des Sports et de l'Éducation, ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'éducation physique. Aujourd'hui, il rentre dans un ministère qu'il connaît pratiquement. Mais après, ça, au-delà de au-delà de cette analyse qui prend en compte l'aspect politique ou l'aspect technique. C'est l'aspect technique. Mais il y a quand même une constante, c'est par exemple au niveau de la répartition géographique des postes. Bon, la répartition, j'y arrive. Vous voyez, d'aucuns on dit qu'ils ne lisent pas dans la bousette. C'est mal lire ou alors suivre l'activité gouvernementale ou l'activité de nomination au Cameroun. Si vous suivez bien les mouvements de chaises musicales, vous avez le départ des Simi Meunier, qui était au ministère de l'Agriculture, qui part. Vous avez Eba ici, qui rejoint le ministère de l'Agriculture. Oui. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont originaires du même département, le département de la Léké. Vous avez Amatou Mouna, qui est originaire du département de la Momo, elle sort du gouvernement. Madame la magistrate Mba est originaire du département de la Momo. Vous avez le ministre Bapes, qui est originaire du département de la Sénégal-Maritime. Vous avez l'entrée qui part du gouvernement. Vous avez l'entrée de Jean-Ernest Ngale Massina, qui est originaire de ce département ministériel. Vous avez, au même moment, le président a voulu corriger un certain nombre d'injustices. Vous savez, beaucoup de gens ne le perçoivent pas. Mais lorsque vous êtes au quotidien, en tant que journaliste, il y a des motions qui se font, c'est-à-dire au sein des communautés, pour réclamer un certain nombre d'injustices causées peut-être par l'administration ou alors par le pouvoir politique de Yaoundé. Vous avez, dans la région du littoral,
Nous avons 4 départements. À l'époque, le département d'une CAM à lui seul avait 3 ministres. Oui. C'est-à-dire le ministre Moukoko Mbonjo, le Titi Pierre et c'est un ministre conseiller spécial. Oui, bien sûr. Moele Kombi. Oui. Le président a soustrait le département du CAM de 2 ministres cette fois-ci et a affecté un autre ministre au niveau Du Mungo. qui s'était fait sevrer d'un ministre lors du départ du gouvernement du... Donc, en réalité, le président de la République est resté, je veux dire quoi, dans sa logique hein, de la du partage des postes. entraînant. Vous avez d'autres revendications qui ont été suivies. Vous avez par exemple dans la région de l'Ouest. C'est bien un débat. Non, Maître Ngoumba, vous pouvez réagir. Faites un décryptage. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Oui. Je veux dire que pour la compréhension de téléspectateurs, je pense que vous faites bien. C'est très pédagogique. Mais il me semble que la question qui interpelle le Vegopégus, quoi, le Camerounais au quotidien, c'est qu'est-ce que Cela apporte. cela apporte. Tout à fait. Au Cameroun. Je crois que c'est sur cela qu'il voulait chuter. débat. Je voudrais chuter en disant ceci. Les réaménagements ou les remaniements, que vous le voulez ou non, c'est des actions politiques. Que vous le voulez. Au-delà de l'aspect technique pour apporter une plus-value sur Et donc, pour répondre à la préoccupation de M. Tungan, c'est qu'on s'organise de manière à ce que ces réaménagements ou ces remaniements ne puissent pas bousculer les intérêts ethniques ou tribaux. Toujours. Et jusque-là, Voilà. je vous dirais même que ça ne suffit pas. Vous irez dans la région de l'Est. Vous remarquerez qu'il y a un département qui a pratiquement 3 ministres, le département du Haut-Nyon, alors que tout à côté, le département de la Bouba-Koko n'en a pas. Okay. C'est des revendications qui sont faites. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est des revendications. Aïssi Bessala qui est tout près de moi. Tu sais que dans les communautés, que ce soit dans les Donc clans et vous les considérez tribus, donc que les remaniements sont des trophées, ce qui explique au demeurant quelque chose que moi je réprouve au plan républicain. À Parce que savoir les fêtes qui sont organisées au lendemain. les fêtes qui sont faites lorsqu'on est nommé. Donc par conséquent, ça s'est toujours fait, M. Tungan, que vous le voulez, que vous le voulez ou non. Mais je suis d'accord avec vous. Il n'entre pas à responsabilité. Il ne considère pas que c'est une charge que le président de la République leur confie, n'est-ce pas? C'est une... On va dire ça. C'est un- Une niche. Une niche. On va dire ça comme ça. Alors, vous gardez la parole, M. Tungan. Et c'est la raison pour laquelle, pour aller dans le même sens de M. Tungan, c'est la raison pour laquelle vous verrez qu'après les nominations, vous verrez des motions de soutien qui vont suivre au sein des communautés. Comme pour dire, le président nous a donné, Il a pensé à nous. il a pensé à nous. Vous gardez la parole, M. Tungan, sur la vision que le président de la République semble vouloir donner à ce nouveau gouvernement, puisqu'on en parlait tout à l'heure avant le départ de Franck Issé et puis l'arrivée du prince Aïssine Ngokam. Et il a souligné, par exemple, l'entrée de la magistrate. Est-ce que, de votre point de vue, parce que là, ça rejoint un tout petit peu le débat qu'on fait tout à l'heure, est-ce que, de votre point de vue, ce n'est pas un acte à saluer, une vision assez pertinente du président de la République qui, au regard de la manière dont les dossiers étaient montés, on se souvient, sur plusieurs plateaux, vous avez indiqué qu'on avait l'impression que c'était un peu tiré par les cheveux, les dossiers qui étaient montés au niveau du Conseil supérieur de l'État, partant du Conseil de discipline budgétaire et financière. Est-ce que maintenant le fait d'avoir affecté une magistrate à la tête, justement, de ce Conseil-là, ne va pas un tout petit peu rendre la question plus fluide? Écoutez, monsieur Duval, je voulais vous dire que la règle de droit, lorsqu'elle est appliquée dans un État, rend service à tout le monde. Donc, je ne peux que me réjouir de ce qu'un magistrat arrive à ce poste. Les dossiers qui nous arrivent dans les juridictions, notamment au tribunal criminel spécial, on a comme l'impression que ce sont des dossiers politiques. C'est pour ça que je voulais rendre hommage au président du tribunal criminel spécial, M. Ababdou, que j'ai critiqué en tant que juridiction dans mes interventions précédentes. Il a réussi à faire en sorte que cette juridiction devienne quelque chose comme un rempart pour la violation des droits et des libertés. Donc par conséquent, de ce point de vue-là, je dis, elle arrive. Mais qu'est-ce qu'elle est seule? Je voudrais également profiter pour dire une chose qui est quand même extrêmement grave lorsqu'on observe l'espace politique universel. Nous sommes le seul pays sur cette planète. Vous n'avez aucun avocat dans votre gouvernement. Lorsque le droit marche dans un pays, tout marche. Quand vous prenez les critères d'investissement dans le monde, que ce soit les critères des Nations Unies, que ce soit les critères de la Banque mondiale, que ce soit les premiers critères de la commission que préside le Premier ministre, Louis Business,
la première critique qu'on fait dans le pays, c'est que l'insécurité juridique et l'insécurité judiciaire sont légion. Par conséquent, je ne peux pas me réjouir, comme vous le dites, de ce gouvernement. Il y a peut-être des Il juristes, faut, mais peut-être pas forcément des la question n'est pas... Qui fait le casting? Peut-être pas forcément Nous des avons praticiens. vu, je voulais dire très clairement et très fortement, que la République des professeurs a échoué. C'est au quotidien les avocats qui règlent les problèmes des citoyens. C'est au quotidien les avocats qui font en sorte que on est le dernier rempart contre l'arbitraire. Oui, mais en même temps, si on... Tout à l'heure, et si sorti tout à l'heure, il parlait du Léviathan. Mais qui est en face du Léviathan tout le temps? Mais c'est nous. Regardez les États-Unis. C'est un avocat qui est à la tête du pays. Lui et sa femme. Regardez la France. Regardez l'Angleterre. Ce n'est pas un hasard. La construction d'un état de droit, la protection des libertés individuelles et collectives, c'est avec nous que cela s'est fait tout le temps. Moi, je note simplement qu'il y a la peur de l'avocature dans ce pays et qu'on ne veut pas que des gens d'esprit libre et républicains puissent être aussi le guide du Léviathan. Je ne voulais pas citer un dossier récent. Chaque fois qu'un avocat sort un dossier dans lequel on voit que le Léviathan s'est trompé, on prend un texte de loi pour régler la question du judiciaire. Je parle de cela en connaissance de cause par rapport à une décision de la Cour suprême qui est tombée il y a quelques semaines. On a pris une décision politique pour régler la question de la justice. Il faut que l'indépendance... C'est ça le Léviathan. Oui, mais c'est ça le Léviathan aussi. mais ça, le Léviathan. C'est le mauvais Léviathan. Ah bon, c'est le devient mauvais à ce moment-là. Et c'est le mauvais prince de Machiavel. S'il devient mauvais à ce moment-là. Duval. Voyez-vous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voyez-vous, on a comme le sentiment que ça n'arrive qu'aux autres. Voyez-vous, ça fait 37 ans que je parle de ces choses-là. Je parle des conditions de détention dans les prisons. C'est le troisième incendie, nouvelle. Alors, c'est aussi, je voulais vous dire, l'épervier là, ce n'est pas que pour les autres. Hein. C'est pour tout le monde. J'entends aujourd'hui des gens puissants hier qui disaient que Tchungan c'est un agitateur et qui demandent à Amnesty International on fera un débat sur, de venir visiter la question. On fera réglons cette question de Duval. Pour que l'économie décolle. On fera un débat sur la question. L'investisseur vient investir au Cameroun, protéger son investissement. Oui, ça c'est vrai. Alors, Georges Aimé, sur la question des indications qui ont été données au Premier ministre, par le Premier ministre aux membres du gouvernement, et Jean-Haïs Bessara l'a indiqué tout à l'heure, le Premier ministre a recommandé esprit d'équipe et franche collaboration. Il est possible, avec cette équipe et avec ces réajustements, qu'on ait de bons points l'année prochaine en ce qui concerne cette croissance, par exemple. Écoutez, en attendant que Maître Tchunga ne soit éventuellement consulté pour occuper un portefeuille ministériel, je vais dire que ceux qui ont été intégrés dans cette équipe gouvernementale viendront trouver certaines réalités qui sont déjà bien ancrées dans nos ministères. Je parlerai de la corruption, le népotisme, le laxisme et le tribalisme. Tant que ces mots, et ce n'est pas pour déplaire à M. Haïs Bessara, tant que ces mots ne sont pas combattus ou éradiqués, l'action gouvernementale ne pourra pas prospérer. Mais là, vous rejoignez le développement que faisait Franck ici tout à l'heure sur la qualité de l'administration camerounaise. Sauf que je ne veux pas étêter complètement et tout dit. Je reste encore au niveau du gouvernement parce que lui, il avait déjà vendu presque la peau du chef de l'État lorsqu'il posait cette analyse-là. Donc, moi, je crois que le problème, c'est dans ces griefs que j'ai relevés là, corruption, tribalisme, népotisme et tout ce que vous connaissez qui se déroule dans nos ministères. À côté de ces faits, il y a également la question de l'activité gouvernementale en elle-même. Vous savez, le Premier ministre, lui, il coordonne l'action du gouvernement. Le président de la République, lui, il détermine la politique de la nation. Et c'est à lui de la suivre de très près. Mais manifestement, on se rend compte qu'il la suit plutôt de très haut. Parce que depuis le gouvernement Yan 2, il y a eu, juste après, dans la foulée, un conseil des ministres, et puis plus rien. On a mis sur la table des feuilles de route qui ont été rapidement rangées dans les tiroirs. On attendait qu'elles soient évaluées. Il n'y a pas eu d'évaluation. Donc, il est grand temps que, d'abord, il y ait un conseil des ministres
pourquoi pas lundi, qui est un conseil des ministres qui va donner qui va déterminer une nouvelle politique à cette nouvelle équipe. Ensuite, qu'on ressorte, pourquoi pas ces feuilles de route qui sont pleines de poussière, qu'on les dépoussière et qu'on les remette sur la table et on confie des missions précises à ceux qui viennent d'entrer. Mais je crois que avec toute ma bonne volonté, on risque encore de tomber dans la même travers. Et ces personnes qui viennent d'arriver sont des technocrates. Ils ont également toute la bonne volonté pour impulser l'action gouvernementale, mais il y a beaucoup de choses à les faire. Il y a beaucoup d'habitudes qu'on a produites. Et tant que ces habitudes ne vont pas évoluer, on sera toujours tiré vers le bas. Il n'y a donc rien à attendre pour ce qui concerne le petit peuple, s'agissant de ce réaménagement du gouvernement. D'après ce que disent les uns et les autres, surtout celui qui vient de conclure. Georges Sémé. Et surtout, je tente de comprendre la trace, la route de maître, je ne trouve pas. Mais je voudrais quand même dire que dès l'entame de cette discussion, moi j'ai dit que je ne sais pas si nous faisons un procès d'intention aux ministres qui ne sont même pas encore assis. Maintenant, je me demande si on va maintenant leur faire une feuille de route, comment ils doivent se comporter. À ce jeu-là, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire. Et la question, je repose la question autrement parce que je dois préciser que vous avez quand même été pendant plusieurs années conseiller municipal, donc au contact au quotidien avec les populations. Quand il y a un remaniement, un réaménagement comme celui-là, bien évidemment, le Camerounais lambda, il se pose la question de savoir qu'est-ce que j'en tire. Et puis, il se retourne vers des hommes politiques comme vous qui sont aspirés pour demander qu'est-ce qu'on doit en attendre. Et c'est ça la question que moi je pose. Je veux compléter. Moi, j'habite la banlieue, j'habite Bassa, je n'habite pas à Bonapriso, Bonanjo comme certains. Donc, j'habite auprès de ce que vous appelez le peuple. Je fais partie du peuple. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Moi, sincèrement, le problème de la sécurité est très important. Quelqu'un a parlé du nouveau ministre de la Défense. Ça, c'est un point lourd pour les populations de Douala. Parce qu'on a beau écouter les journalistes qui sont très forts dans les analyses, mais nous faisons comme si le Cameroun n'est pas en guerre. Alors à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut être indulgent. Il faut chercher à renforcer la cohésion du gouvernement, à souhaiter, et en même temps attendre que nous serons mieux protégés. Prince Aristide Ngekam, il y a Georges Sémé a développé tout à l'heure un argumentaire autour de la responsabilité du Premier ministre en indiquant par exemple qu'il était de bon ton qu'on opère un vaste remaniement qui permettrait même de toucher la tête du gouvernement. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Est-ce que le Premier ministre, je veux dire ce grand remaniement et ce Premier ministre, je veux dire, est-ce que ce mouvement de votre point de vue devait aller jusqu'à Premier? Est-ce que le problème aujourd'hui peut être celui du Premier ministre du Cameroun? Je ne pense pas. Le Premier ministre est comme le chef de classe. Vous savez, c'est dans une classe. Le Premier ministre est chef de classe. N'allez pas penser que si un élève est faible, c'est la responsabilité du chef de classe. Non. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là. Le Premier ministre lisez les attributions d'un Premier ministre. Il est chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Si un ministre, chaque ministre est responsable de son département ministériel. Si un ministre est mis en place, sa mission c'est de donner de l'eau au Cameroun, de donner de l'énergie au Cameroun, et qu'il n'arrive pas à le faire, ce n'est pas de la responsabilité du Premier ministre. Je suis désolé. J'ai suivi M. Tsunga développer des choses très importantes ici sur les désordres qu'il y avait au sein du gouvernement, entre guillemets. La cacophonie qu'il y avait au sein du gouvernement. À une certaine époque, je l'ai dit, le principal responsable de ce désordre était le chef de l'État, parce qu'il ne prenait pas les décisions qui s'imposaient. Le Premier ministre a beau rappeler un ministre à l'ordre, mais il n'a pas le pouvoir de sanction sur ses ministres. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire, vous avez, le système camerounais est essentiellement présidentialiste. C'est-à-dire, vous avez des gens que vous nommez. Je vous ai pris ici, je vous ai pris même, je vous prends un exemple, nous sommes à Equinox. Vous avez le président de ce groupe, qui est M. Tchunke, qui vous nomme Duval Fangwa, rédacteur en chef, et vous avez des reporters sur vous. Si un reporter fait mal son travail, vous le rappelez à l'ordre, et il vous dit que vous n'avez pas le pouvoir de le sanctionner, qu'il attend M. Tchunke. Vous pensez que qui est le responsable du désordre dans ce... Non, c'est M. Tchunke.
c'est le président de la République qui doit prendre les sanctions. C'est pas le Premier ministre qui est en filmant. J'ai pitié pratiquement du pauvre. J'ai pitié du pauvre. Tout ce qu'il fait, c'est de faire des rapports et d'envoyer au niveau de la présidence de la République pour que le prince puisse prendre les dispositions qui s'imposent. Et je pense qu'il a pris, et M. Ngala a dit, pour essayer de le conforter dans sa position et pour envoyer un signal à d'autres ministres, comme pour dire que prochainement, celui qui adviendrait à désobéir à mon représentant au sein de votre gouvernement, je prendrai les mêmes décisions qu'il impose. Prochaine analyse que je voudrais faire. Lorsqu'un ministre sort du gouvernement, si le Cameroun, s'il y avait une pédagogie, une sorte de pédagogie sur la gestion de notre État, c'est-à-dire, au départ, vous êtes nommé, lors d'un conseil de cabinet, on a parlé des feux de route, on vous fixe votre cap. Et que bien après, d'ici 1 an, 2 ans, on vous évalue, on dit, vous n'avez pas eu la moyenne escomptée, vous êtes out. Je pense que il y aurait une lisibilité. C'est la raison pour laquelle j'ai écouté Francis dire qu'on essaye de faire une sorte de maraboutage pour imaginer pourquoi le président a fait partie tel, pourquoi le président a fait partie d'autre. J'ai entendu une chose ici sur la rumeur. Vous êtes passé rapidement là-dessus, sur la rumeur des listes. Mais faites très attention. Les listes ne sont pas sanguinaires au Cameroun. Il faut le retenir. Lorsqu'une liste est publiée dans la presse, il faut le prendre avec beaucoup de considération. Je vais vous dire une chose, de mémoire de journaliste. Lorsque le président, remarquez la fréquence des listes, lorsque le président dit le 31 décembre, a fait tenser son gouvernement, du coup, que ce soit l'opinion nationale, attend qu'il y ait un certain nombre de mouvements au sein de l'appareil. Il n'y en avait pas. Les listes ont commencé à circuler, c'est-à-dire de janvier. Et les gens, retenez que chaque membre du gouvernement a des lobbyistes, que vous le voulez ou non. On n'en parle pas beaucoup. Peut-être les réseaux sont entrés en jeu. Peut-être ce n'est pas dans nos listes. Et si vous remarquez, la fréquence des noms, c'est pratiquement les mêmes noms qui reviennent. Et j'ai fait une analyse ici sur la répartition, que ce soit régionale ici. C'est-à-dire que vous avez un ministre en place, c'est connu. Lorsqu'un ministre est originaire de tel département, il sait comment ça se passe au Cameroun. Du coup, il connaît ses potentiels concurrents. Et je vous dis, dans l'administration centrale, vous savez, dans l'administration, on sait, au Cameroun, on sait les potentiels ministres. Ce qui peut dans les crocs en jambe, et vous voyez de la région, et vous voyez des noms, et vous voyez un certain nombre de noms qui reviennent constamment dans la liste. La dernière chose, la liste publiée par Kamel et relayée par le journal de Georges Séné, vous aviez des noms. C'est-à-dire, vous avez le nom de Betty Assomo qui était mis à la défense, malheureusement qui a été confirmé. Vous avez quelques noms qui étaient cités auparavant. Donc les listes ne naissent pas ex nihilo. Voilà. Alors pour sortir du débat, messieurs, ça veut dire qu'on se met d'accord que ce gouvernement était davantage un gouvernement de restauration de l'autorité du Premier ministre, peut-être en faisant un zoom sur les projets les plus imminents, parce que je reviens une fois de plus sur une récente interview du ministre Louis-Paul Motazé, qui indiquait qu'il préfère avoir 2 projets seulement, mais des projets qui réussissent, plutôt que d'avoir une pléthore de projets avec finalement des résultats qui ne soient pas bons. Alors donc, je pense que c'est une justification facile que le ministre Motazé a voulu faire. Que vous partagez pas. Que je ne partage pas. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui est gourmand. Après, on lui retire la nourriture, il cherche la justification pour dire, comme pour dire à l'opinion que c'est lui qui n'en voulait plus. Non. Ce monsieur était ministre de l'économie et du plan. Il a engagé un certain nombre de projets, c'est-à-dire, sous oreille, il a engagé un certain nombre de projets. Il est parti au niveau de la primature, il a emporté, il continue à piloter ses projets au niveau de la primature. C'est la vérité. Bon, ça veut dire que le président lui fait confiance. Qu'est-ce que vous appelez C'est vous qui l'interprétez. C'est vous qui l'interprétez ainsi. Qu'est-ce que vous allez dire du Conseil des affaires économiques, Séraphin Mara Fouda, qui était secrétaire général adjoint au niveau de la primature, au niveau de la présidence de la République, qui est reversé maintenant pour la coordination de l'action gouvernementale. Vous diriez c'est parce qu'il a bien travaillé que le président l'a envoyé pour continuer à mener à bien la mission au niveau de la primature. Georges Sémé, on sort de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut conclure? Qu'est-ce qu'il faut attendre de façon précise pour ce gouvernement en ce qui concerne les grands chantiers nationaux? On a parlé, entre autres, de la lutte contre l'insécurité. On a vu ce mouvement au niveau du ministère de la Défense. On a vu ce mouvement entre le MINEPAT et puis
les services du Premier ministre avaient la connaissance d'un certain nombre de projets et on parle de plus en plus de la Cannes 2017-2019. La mutation du Minepat pour le ministère de la J'ai entendu quelqu'un ici dire que Aïssi Bessa a dit que le président Aïssi Bessa a dit que c'est parce que le ministre Ngannou Messi a conçu un certain nombre de projets qu'il allait mettre. Je vous rappelle que ce monsieur est le responsable de la sous-consommation du budget de l'investissement public. Si vous pensez que, si pour vous, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vous dis, je vous dis, pensez par le président. Je suis l'une des personnes, qui doit décrire la sous-consommation du budget de l'investissement public. Où mettez-vous les marchés publics? C'est un énorme goulot d'étranglement de la consommation du budget. Je vous dis, ces messieurs ont été tensés par le président de la République. Maintenant, c'est pour vous donner un certain nombre d'indicateurs. On fera certainement un autre débat sur justement la question de la consommation du budget d'investissement public et puis le fonctionnement des marchés publics. Georges Sémé, pour conclure. Écoutez, moi je crois qu'il était opportun qu'on apporte ce réaménagement, même s'il y a quelques espoirs qui ont été déçus, parmi lesquels moi bien évidemment. Mais j'estime que ce qu'on n'a pas pu faire depuis 2011, c'est-à-dire depuis 4 ans, on ne peut pas le faire en 2015. Donc je considère que ce gouvernement, c'est un gouvernement de transition qui va juste s'occuper de quelques dossiers navets en attendant un gouvernement qui va s'occuper des choses plus importantes. Et c'est tout le monde qu'on souhaite au peuple camerounais, parce qu'on attend des résultats sur le plan social, on attend des performances sur le plan économique. Et pour moi, c'est une sorte de transition vers un gouvernement qui viendra résolument se mettre au travail avant, pourquoi pas, les élections présidentielles de 2018. Vous croyez que c'est un gouvernement qui est en train de préparer les élections 2018? Il y a ici ça là. Je ne peux pas aller. Nous sommes à 3 ans des élections. C'est pas bon, comme j'ai entendu un homme pour avoir des élections anticipées. Hein. Qu'un pays vive pendant 3 ans de la campagne électorale. Non, moi je souhaite que les ministres, dès qu'ils vont prendre possession de leur ministère, que chacun se mette au travail, comme le Premier ministre l'a demandé. La population attend le mieux possible pour eux. Ben écoutez, je pense qu'au-delà des ressources humaines que nous avons dans le pays, il y a un problème systémique dans l'appareil même de l'État, Et je pense que si nous ne changeons pas nos habitudes, parce que nous, Camerounais, nous ne changeons pas nos habitudes. Quand vous êtes au quotidien, M. Tungan est avocat. Quand vous affrontez les fonctionnaires, que ce soit au ministère de la Justice, que ce soit au ministère des Finances, je peux vous rassurer que la moralité n'est pas toujours ce qu'on attend. Et je pense que si vous pouvez avoir le meilleur manager, qui est, je ne sais pas, qui soit diplômé de toutes les bonnes écoles de management, si les mentalités ne sont pas assises, je ne pense pas que nous ne ferons pas long feu. Mais ce qu'il faut... Donc au-delà de l'interpellation du gouvernement, de l'équipe gouvernementale, oui, il y a une responsabilité. Et j'attire, au-delà de ça, on a dit une chose sur le casting. Le casting est mal ficelé au Cameroun. Le casting du Cameroun, ce n'est pas forcément le président de la République. Sur près de 74 membres du gouvernement assimilés que le président ne connaît pas, je dirais même plus de la moitié. Et ce sont des hommes qui sont autour de lui, qui pratiquement gèrent ce pays. Et ça me conforte toujours dans la position de mon analyse que j'ai souvent fait, que ce soit ici et ailleurs. Je me demande si le président tient encore le gouvernement de ce pays. Maître Charles Tungan, est-ce qu'il y a derrière ce remaniement, ça c'est en termes de conclusion, un agenda caché pour 2018? Vous ne voyez pas? Forcément. Je dis forcément parce que quand on est le représentant du Léviathan, qu'on fait la politique, on ne pose jamais des actes anodins. Cela dit, je voulais rejoindre pour dire que nous avons fait attention à ce pays. C'est comme un œuf, il est fragile. Voyez-vous, ce pays est né sur les cendres d'une guerre civile qui a beaucoup fait de mal dans nos familles respectives. Ce qui nous pend au nez demain, ce qu'il y a au nord, là, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour ce pays. C'est pour ça que je dis que je soutiens le nouveau MINDEF. Nous avons l'obligation morale de faire en sorte que ce petit feu qui vient de s'ouvrir dans l'extrême nord de notre pays s'éteigne, pour que nous puissions nous consacrer à d'autres tâches, c'est-à-dire à faire en sorte que nos populations puissent vivre en paix de leur travail et de leur économie. La dernière chose, je le dis,
Et je suis très malheureux quand je dis ça parce que je suis fils d'instituteur. Quand je vois notre système éducatif émietté, recherche scientifique, enseignement supérieur, éducation, tout ça, c'est grave. Ça veut qu'il n'y a pas une cohérence. Peut-être que c'est pour une meilleure efficacité. Non, je dis que c'est la sous-conclusion. Il n'y a pas une cohérence dans la formation du Camerounais. On ne sait pas quel type de Camerounais voulons-nous pour les années qui viennent. Et je veux dire, pour ne pas déplaire beaucoup de gens, quel type de Camerounais voulons-nous pour l'émergence? Nous sommes passés dans une société numérique où le Cameroun est complètement absent. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, à l'école primaire, au lycée et les collèges et à l'université, il n'y a pas la banalisation de l'informatique et notamment aujourd'hui du numérique, on se demande dans quelle société nous voulons vivre dans quelques années. Voilà donc. Je demande simplement que ce gouvernement qui vient d'être mis en place fasse en sorte que les Camerounais, c'est-à-dire nos compatriotes, se reconnaissent en lui. Merci, messieurs. Merci à vous, Georges Sémé, d'être venu, journaliste, rédacteur en chef de Ouest Littoral. Merci à Maître Charles Tchougan, avocat au barreau du Cameroun. Merci à Jean-Haïssi Bessala, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, expert en évaluation foncière et immobilière. Merci à Aristide Ngekam, journaliste et directeur de publication de Forum Libre. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre édition 237 de débat. Excellente soirée à tous. Au revoir.